Moi, je vais le faire parler, mais sentez-vous très libre. Il y aura forcément un moment questions-réponses à la fin. Mais si même vous voulez, on est entre nous, vous le savez, dans le cercle Shakespeare. Et donc, si vous voulez interrompre pour poser des questions, n'hésitez pas, il répondra. Tu peux nous... Attends, je te branche ton micro. Tu peux nous redire d'où tu viens? Alors, D'où Fourges et dans quelle étagère? bonsoir à tous. Un grand merci Christian pour cette invitation qui me touche beaucoup. Puisqu'effectivement, il y a 25 ans, j'étais de l'autre côté. J'étais élève en prépa littéraire à Danielou avec un camarade au premier rang. Et voilà, comme vous êtes ici, vous savez, je buvais du petit lait très souvent aux conférences sur l'histoire de l'art et au premier cycle Shakespeare que j'ai découvert. Donc je suis vraiment heureux. J'ai été très heureux que voilà, mon maître, j'ose le terme, puisse voir mon travail. Ce sera le dernier compliment. Et voilà, après que lui, pendant tant d'années, m'ait expliqué les œuvres de l'intérieur, de être à mon tour artisan, essayer de relayer une parole, de créer quelque chose, d'essayer peut-être de faire du neuf avec de l'ancien. Et donc voilà, mon parcours a été notamment de passer donc en prépa littéraire, à une époque où je pensais travailler dans l'aide aux pays en développement. Et donc j'espérais sauver le monde, n'est-ce pas? Et puis après un master à la Sorbonne, j'ai pas mal déchanté. Je me suis rendu compte que je ne pourrais pas sauver le monde, et je ne pourrais sûrement pas sauver les personnes à l'autre bout de la planète. Et je pouvais peut-être, là où je suis, en France, faire quelque chose que j'avais un peu dans le sang depuis tout petit, c'est-à-dire créer. Mon père ayant fait les beaux-arts et étant architecte, ma mère critique d'art, donc depuis le plus jeune âge, j'allais dans les musées, j'allais au théâtre, j'allais à l'opéra, et j'ai commencé à pratiquer le théâtre à 12-13 ans, où là j'ai eu une étincelle en jouant dans un vaudeville, le Chapeau de paille d'Italie. Et voilà, du haut de mes 13 ans, j'avais le rôle titre des Fadinard. Et c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, cette sensation de faire rire toute une salle, d'être dans une troupe, de vivre ce moment un peu à part. Et après ce détour par les études de géographie, je suis revenu au théâtre. J'ai donc fait à ce moment-là une école privée en banlieue parisienne, et puis j'ai tenté les concours. Comme j'avais déjà à ce moment-là 26 ans, il n'y en avait plus qu'une école nationale que je pouvais tenter, et je l'ai eue. Donc j'étais très heureux, c'est l'école supérieure d'art dramatique de la ville de Paris, qui était dirigée à l'époque par Jean-Claude Cotillard, le père de Marion, et qui lui-même est un élève de Lecoq. Tout ça pour vous dire que c'est ce qui m'a beaucoup formé, entre mes 26 et 29 ans, un théâtre vraiment physique, un théâtre où le corps a une place essentielle, un théâtre où on travaille dès la première année, la danse, le clown, le masque, le chant. Et puis, on verra, pour les textes, on verra plus tard. C'est un peu ce qu'il nous disait Jean-Claude Cotillard, et j'ai trouvé ça intéressant de vraiment d'abord être des personnes incarnées, investies, vraiment vivantes, ça peut paraître évident, mais pour essayer d'aller un peu à l'encontre parfois d'un théâtre français un peu intellectuel, un peu cérébral, et d'aller plus vers ce que font nos amis allemands, scandinaves, qui nous fascinent toujours. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les mises en scène de Thomas Ostermayer, par exemple, de Ivo Van Hove. Donc ce sont on voit les comédiens vraiment qui se jettent sur le plateau, qui sont complètement entiers, qui nous font rire, qui nous font peur, qui peuvent nous terroriser parce qu'ils sont complètement habités par leurs personnages. Et donc voilà, c'est un peu tout ce théâtre-là qui m'a nourri. Donc voilà, ça fait bientôt une douzaine d'années que je suis devenu comédien, que j'en vis avec joie. Où j'ai joué dans une quinzaine de spectacles. Et puis j'ai fait en parallèle des mises en scène dans des lycées. Je suis devenu très vite prof de théâtre. Et donc c'est là où j'ai commencé à toucher un peu à la mise en scène. Et en fait, avec un collègue, on a mis en scène 11 spectacles en 6 ans à peu près. Et c'est une école où moi-même j'étais élève, c'est là où j'avais joué ce fameux vaudeville. C'est une école de pédagogie alternative Steiner-Waldorf, où le théâtre prenait une vraie place, puisque pendant un mois, on faisait que du théâtre. On montait un spectacle en classe de 4e et en classe de première, ça avait lieu 2 fois, bref. On plongeait dans une vie de troupe, donc c'était extraordinaire. Donc j'ai été là aussi des 2 côtés, élève puis professeur. Et puis là, depuis quelques années, je suis devenu metteur en scène,
pour des spectacles pro. Ma première mise en scène, je crois que tu voudrais qu'on en parle dans quelques instants. Et puis la première mise en scène collective, c'est donc ce que vous envoyez l'affiche tout à l'heure, c'est donc ce conte d'hiver de Shakespeare. Pardon. Et il va mettre en scène, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'Angleterre, vous savez que l'Angleterre a un équivalent d'Offenbach, qui sont en fait deux personnes. Tu nous dis un mot là-dessus? Oui, j'ai le désir de me tourner plus vers des mises en scène de production musicale, et donc j'ai auditionné une appel d'offres pour mettre en scène Les Pirates de Penzance, donc une opérette de Gilbert et Sullivan, voilà. qui sont eux-mêmes les traducteurs d'Offenbach en Angleterre. Voilà, c'est vraiment la même famille, et donc ça c'est une nouvelle aventure qui m'attend à partir de janvier, et ce sera au mois de mai au Théâtre d'Asnières, et donc très heureux d'avoir 30 personnes sur le plateau, j'en avais jamais eu autant, et 30 personnes dans la fosse, même si là c'est plutôt le chef d'orchestre qui va les diriger, mais voilà, on aura cette grosse équipe, ça va être chouette. On reviendra là-dessus bien sûr, les anglicistes, et nous avons évidemment notre John qui est là, savent qu'une partie de l'Angleterre ne vit que par les opérettes de Gilbert and Sullivan, et The Pirates of Penzance par exemple, bien sûr, et voilà. Alors, c'est un acquired taste, comme on dit en anglais, parce que pendant longtemps, évidemment, ça a été. Maintenant, pour se précipiter à Gilbert and Sullivan, il faut avoir... Mais moi, j'adore. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est bien. Donc, ça, je voudrais quand même que tu nous dises un mot sur moi. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu, parce que vous en avez parlé, recommandé d'y aller. Ce spectacle, quand même... pour moi, absolument bouleversant, que tu as monté autour du dernier condamné à mort français à être exécuté, et qui s'appelle Jacques Fesch. Jacques Fesch. Donc le spectacle s'appelle Dans 5 heures. Donc c'est effectivement un condamné à mort des années 50 qui a été incarcéré et exécuté à la prison de la Santé à Paris parce qu'il avait, dans un braquage complètement amateur, tué involontairement un policier. Donc voilà, il a été condamné à la peine capitale. Mais ce qui m'a intéressé dans cette histoire, si vous ne la connaissez pas, c'est que cet homme qui était père de 2 enfants, qui avait 24 ans au moment des faits, 27 ans au moment de son exécution, va vivre tout un chemin spirituel dans les 10 mètres carrés de sa cellule et a laissé des lettres bouleversantes, un journal adressé à sa fille. Et donc je me suis inspiré vraiment de tous ses écrits. C'est donc un spectacle en fait documentaire, puisque toutes les paroles que je prononce dans le spectacle sont vraiment celles que Jacques Fesch a écrites. Et toujours dans cette idée d'avoir un corps investi dans l'interprétation, j'ai décidé de faire de la danse contemporaine à plusieurs reprises dans ce spectacle, d'être un comédien danseur pour raconter d'une autre manière ce que vivait cet homme, à la fois les moments d'angoisse, de colère, d'incompréhension, de découragement, et puis les moments d'extase, où il retrouve la paix. Donc c'est une expérience assez chouette et que j'ai joué une centaine de fois depuis 3 ans, et que j'ai joué notamment dans une vingtaine de prisons partout en France. C'était vraiment un projet de ce spectacle, c'est de le jouer à l'extérieur et à l'intérieur, là où finalement cette histoire est née. Donc comment un peu montrer entre guillemets au Jacques Fesch d'aujourd'hui les fruits possibles, même d'une vie dure, terrible, même quand on a commis des crimes tout à fait condamnables, et quand même de voir comment un chemin de rédemption est possible, et c'est ce qu'a vécu Jacques Fesch. Alors si par hasard tu reprenais le spectacle, tu nous le dirais, et je vous le dirais bien sûr, parce que pour moi je l'ai vu 2 fois, je dois le dire, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup d'affection l'un pour l'autre, mais j'ai quand même été absolument bouleversé par le spectacle, je trouvais magnifique. Cette utilisation d'un espace très réduit, mais dans lequel à la fois tu parlais, tu bougeais, tu dansais. Tu l'as repris en off à l'off de l'Avignon cet été. Ouais. Et voilà. il y a une date cette saison, le 5 décembre. Alors notez ça si vous voulez. Voilà, si ça vous intéresse. C'est à quel endroit? Au théâtre de Sèvres. Au théâtre de Sèvres. Au CEL, le théâtre municipal de la ville de Sèvres, juste à côté de Paris. Juste à côté de Paris. C'est vraiment. Enfin, moi je trouve que c'est. Oui, parce que, bon, on l'a pas redit là, mais si vous reprenez le livre de Peter Brook, The Empty Space,
dans lesquels il dit, bon, qu'est-ce que c'est que le théâtre? Au fond, c'est de faire un espace vide, hein, et puis des gens qui s'installent autour de cet espace vide, et puis tout d'un coup, quelqu'un qui rentre dans cet espace et qui parle, bouge, etc., et que les autres regardent, et voilà, voilà, j'avais trouvé ça. Alors, on en vient maintenant, évidemment, enfin, tu pourras revenir sur d'autres choses comme tu veux. Donc, il y a quoi? Il y a 6-7 mois? Oui. Coup de téléphone de Dominici, lui, qui me dit ah, dis donc, je monte le conte d'hiver avec 3 copains à 4 personnages, on fait le filage, et je me dis quand même que ce serait bien que si tu sois là pour le filage. Bon. Alors, me voilà parti dans les périphéries lointaines, bien sûr, et j'ai vu le filage. Bon, il se trouve que le conte d'hiver est une pièce que je trouve personnellement assez fabuleuse, il faut bien dire. Et bon, c'est pas pour te faire plaisir, mais j'ai été impressionné parce que, si vous voulez, à 4 personnages, je me disais, bon, on va où là exactement? Parce que, voilà, bon. Et puis 4 personnages, comment ils font? Et je dois dire, pour ceux d'entre vous qui l'ont vu, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez, hein, mais je vous l'ai dit tout de suite, je vous l'ai dit, bon, il faut se méfier un peu, parce que, bon, je connais un peu la pièce, donc c'est vrai que les manques ne me gênaient pas, parce que je voyais de quoi il était question, où c'était, comment ça se passait, etc. Mais j'ai été... là, j'ai quand même été assez ébloui, je me suis dit, c'est, bon voilà, à 4, dans un temps et dans un espace réduit, avec quoi, 3-4 trucs, bon, un petit chapeau par-ci, un petit truc par-là, ça marche, ça passe. Et je trouve que l'essence de cette histoire absolument fabuleuse, parce que nous aspirons tous à des réconciliations, enfin, je veux dire, nous vivons dans l'espoir de réconciliation. Et ce que Shakespeare nous dit dans le conte d'hiver, c'est ça n'est pas impossible. Ça n'est pas impossible qu'au bout du compte, on se réconcilie. Probablement avec soi-même d'abord, probablement avec d'autres à cause de cette réconciliation avec soi-même, peut-être d'abord avec d'autres, et à cause de la réconciliation avec d'autres, on se réconcilie avec soi-même. Et c'est vrai que, j'en parlais tout à l'heure avec notre chère Geneviève, bon, moi, il y a... Comment il a pu... Enfin, vous le savez, si on passe notre temps une fois par mois à dire comment il a pu écrire ça, mais celui qui apporte la petite fille, là, puis qui l'abandonne, et qui est bouffé par la grosse bête, et puis le père et le fils berger qui voient ça, et alors le fils berger voit, pardonnez-moi c'est un peu simple, le vieux est bouffé par la grosse bête, et le père tombe sur l'enfant qu'on a abandonné là. Et alors comment il dit ça? Thou meetest with things dying, and I with things newborn. Toi tu rencontres des choses qui meurent, et moi je rencontre des choses qui naissent. Et c'est le vieux qui rencontre les choses qui naissent, parce qu'il faut quand même un oxymore, bien sûr. Hein. C'est le vieux qui rencontre les choses qui naissent, et c'est le jeune qui rencontre les choses qui meurent. Et c'est... Enfin, comment il pouvait faire des trucs comme ça? Je ne comprends pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a lancé là-dedans? Eh ben, dans cette fameuse période où je n'avais pas encore décidé de faire du théâtre mon métier, je jouais dans une troupe universitaire à Nanterre, et un jeune metteur en scène, Jean-Noël Dahan, nous avait proposé le conte d'hiver, et il nous avait proposé une chose intéressante et peut-être surprenante, c'est de faire une distribution inversée. Les hommes joueraient les femmes, et les femmes joueraient les hommes. Alors, on n'est pas dans le shakespearien, mais presque. Hein. Bon, là, c'est tous les hommes qui jouaient tous les rôles. Oui. Mais j'ai donc joué, à cette époque-là, le rôle d'Hermione. Pour ceux d'entre vous qui viennent à Shakespeare régulièrement, enfin au voyage, vous savez que nous avons vu à Stratford une mégère apprivoisée dans laquelle tous les rôles masculins étaient joués par les femmes et tous les rôles féminins étaient joués par les hommes. Hein, voilà. Donc ça retombe sur des... Voilà.
excellent. Et c'est vrai que cette expérience de jouer le rôle d'Hermione, donc pour ceux qui connaissent un peu, qui ont déjà parcouru l'œuvre, cette femme vraiment bafouée et qui en même temps demeure d'une puissance, elle est absolument bouleversante. Elle reste debout dans cet abîme créé par son mari et ses visions, ses imaginations, ses illusions. Et donc ce rôle m'avait bouleversé, ainsi que celui de Paulina, donc cette femme qui va défendre la reine. Donc vraiment ces deux personnages féminins m'avaient absolument marqué. Donc ça, bon, à la limite, on est dans Shakespeare, mais ce qu'il y a en plus dans le conte qui était excellent, c'est cette suite de la pièce qui se passe 15 ans plus tard. Et donc ça, il me semble que c'est quand même assez rare au théâtre, et notamment chez Shakespeare, puisqu'on a à la fin du premier acte au sens dramaturgique un Deus ex machina, on a l'oracle d'Apollon qui vient relever la reine bafouée. Ça aurait pu être la fin, comme dans pas mal de tragédies de Shakespeare, où on se dit, bon ben voilà, ça a été dur, mais au moins la vérité a été rétablie. Mais là, non seulement la vérité est rétablie, mais 15 ans plus tard, on va pouvoir retrouver une partie des mêmes personnages, et notamment ce fameux roi, qui est tellement, entre guillemets, détestable, même si c'est pathétique dans le premier acte. Dans ce deuxième acte, va avoir une occasion de se repentir, de demander pardon. Tu en parlais un instant, et donc ça c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné dans la trajectoire de ce personnage et que j'ai eu envie de jouer et de mettre en scène. Vas-y Marie. Juste, quand on avait vu la Mégère, les rôles de femmes devenaient des hommes, c'est-à-dire qu'on avait une Petruchia et un Mégère. Là, vous jouiez une femme, vous étiez femme. Exactement, Okay. ouais. On est les hommes et les femmes, Il n'y avait pas de changement de prénom, de masculinisation, de féminisation du prénom en fonction de... Exactement, et du coup, moi j'avais une robe et j'avais un faux ce qui était de femme enceinte. Qui est la grande tradition élisabéthaine, puisque les femmes ne pouvaient pas jouer au théâtre, et donc il fallait bien sûr que tous les rôles féminins soient joués par des hommes. Shakespeare savait très bien ça, et un certain nombre de choses qui peut-être tiennent à l'affectivité, pour ne pas dire à la sexualité de Shakespeare, étaient évidemment investies là-dedans aussi. Voilà. Et donc tu t'es décidé, finalement, tu t'es dit on va le faire. Oui, alors en buvant un café avec des amis il y a 2 ans, voilà, parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu les comédiens dans votre entourage, mais c'est vrai qu'on est toujours un peu à la merci des propositions des autres. Il y a des moments où on en a un peu ras-le-bol, où on se dit qu'on va faire quelque chose, on ne va pas attendre que le téléphone sonne, comme dirait l'autre. Et donc là, je disais à des amis, moi j'ai envie de monter un classique, un Shakespeare peut-être, et on le répète, on apprend tout le texte, on le répète 15 jours, parce que bon, on ne peut pas se payer, donc on ne peut pas donner beaucoup plus de 15 jours sans avoir ramené le pain à la maison. Et puis voilà, on le tente avec peu de moyens, peu de choses. Alors non seulement parce qu'il y a cette question économique, mais aussi parce que j'avais envie de m'inscrire dans cette tradition d'un théâtre à la Brooke, d'un théâtre de tréteau, un théâtre accessible, qui rende accessible un texte classique, mais sans grands moyens, sans grande fioriture, où toute l'attention est mise sur le jeu de l'acteur. Vraiment, ça va être aussi cette agilité, et c'est effectivement souvent ce que les spectateurs nous ont dit, c'est que de nous voir jouer chacun 4 ou 5 personnages, s'asseoir sur la chaise, changer d'accessoire et devenir un autre, changer de voix, changer de corps, etc. C'est ce qui les a beaucoup amusés, intéressés, interpellés dans cette version, et c'est ce qui nous a donné un plaisir immense. Parce qu'on sait que voilà, quand on voit une pièce, quand on est comédien, on a un peu envie de jouer tous les rôles, on a envie de faire le bon, mais on a surtout envie de faire le méchant, on a envie de faire le jeune, mais aussi le vieux, etc. Et donc là, on a cette possibilité-là, par simplicité, parce que c'est aussi plus facile de réunir une équipe de 4 acteurs que de plus, aussi en termes de disponibilité, surtout une fois de plus quand on n'a pas les moyens de les rémunérer. Et donc on est parti sur cette idée. Et j'ai un désir, voilà, qui peut-être se réalisera, serait de monter d'autres Shakespeare et aussi d'autres pièces sur ce dispositif-là. Donc nous, là, pour le conte d'hiver, il y a un grand tapis au sol, donc qui est pour la cour de Sicile, où se passe l'essentiel de l'intrigue, chez Léonte et donc Hermione. Et puis il y a un acte qui se passe chez
son meilleur ennemi, meilleur ami, Polyxène en Bohème, et donc on retourne le tapis qui a un tout autre motif, et voilà, on change d'ambiance comme ça de manière assez simple, et voilà. Moi, j'avoue qu'effectivement, quand tu m'as invité à venir au filage, j'ai été étonné que ça passe si bien. Alors, comme je l'ai dit, j'étais un petit peu soucieux, parce que je me suis dit, bon, moi je connais la pièce, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la pièce, mais c'est vrai que moi je trouvais que ça passait remarquablement bien, et j'ai été, je dois le dire aussi, très admiratif de, à la fois l'économie des choses, hein, effectivement, les tapis, les chapeaux, etc. Et en même temps, le côté parlant de ces choses. Comment vous avez fait ça? Vous avez réfléchi tous les quatre? Vous avez... Alors, donc, moi, j'ai eu l'idée de cette mise en scène, de ce concept. Il y a Gaëlle, qui est une des interprètes, qui était ma collaboratrice artistique. Donc, c'est ensemble, d'abord, qu'on a fait le travail d'adaptation, c'est-à-dire de couple. Oui. Et ça, en fait, c'est ce qui nous a pris plus de temps. Ça s'est étalé presque sur une année. On se voyait de temps en temps, on lisait la pièce à voix haute, et puis on la relisait, et on commençait à couper. Donc, avec Gaëlle, on a fait tout ce travail de coupe pour réduire une pièce qui dure 3 heures à 1h30. Et les personnages, on en a gardé 15, je crois qu'il y en a 4 ou 5 en plus. On n'en a pas tellement coupé au final, mais on a quand même dû faire quelques grosses coupes, surtout quand on part en Bohème, parce que là, quelque part, c'est comme si une nouvelle pièce commençait. C'est ça aussi qui est fascinant dans le conte d'hiver, c'est que c'est comme si on avait ce premier acte, c'est une tragédie, et puis le deuxième acte commence par une nouvelle pièce, tout d'un coup, c'est léger, c'est joyeux, c'est drôle, il y a énormément de poésie, il y a même de la chanson. Il y a la pastorale. Il y a la pastorale. Donc c'est complètement étonnant ce mélange des genres, ces variétés de langage qu'on aime tant chez Shakespeare, et je trouve que cette pièce en est particulièrement riche. Et donc les idées, écoute, elles sont venues petit à petit. Il y a des choses qui nous faisaient beaucoup rire aussi, des choses complètement bêtes, mais du jeu d'enfant. Un moment, Polyxène et Camillo, qui a fui son ancien roi parce qu'il a compris qu'il était devenu fou et qui s'est réfugié en Bohème, auprès de Polyxène. Donc ils veulent aller espionner le fils de Polyxène. Et donc ils disent on va se déguiser. Et puis donc là on a trouvé des barbes vraiment postiches qui tiennent avec une baguette. Donc c'est vraiment, c'est mal fait, mais nous ça nous faisait beaucoup rire. Et en fait, voilà, on est aussi dans ce théâtre où on montre aussi l'artifice. Et quelque part, si les personnages qui sont sur le plateau acceptent cette convention absurde de tenir une fausse barbe avec une baguette en bois, les spectateurs sont d'accord avec tout à partir de là. Donc c'est comme ça créer aussi de la complicité par la simplicité et puis pour s'amuser tout simplement. Alors évidemment, là on retombe sur quelque chose que nous n'avons pas cessé de dire, nous allons revenir avec notre cher ami Nicolas Boileau-Despréaux, qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que la règle des 3 unités ne fonctionne pas vraiment. Et peut-être aussi quelque chose que, évidemment, dont Boileau ne parle pas, c'est l'unité de ton. Vous voyez, moi, c'est ça quand même qui me fascine. Vous vous souvenez, quand on a repris Macbeth l'année dernière, quand même, cette scène et puis le veilleur de nuit complètement rond qui arrive, alors qu'on sait bien que le roi est mort dans un coin, que Macbeth va être en train de... C'est absolument étonnant. Cette capacité à mélanger à ce point-là les registres, et qu'on va retrouver bien sûr dans le conte d'hiver. Et puis aussi une petite remarque qui est, je vous l'ai souvent dit, mais il ne faut pas s'imaginer, et en ça le livre que je vous ai recommandé sur, vous savez, cette biographie de Shakespeare en plusieurs angles, oui, il y a quand même ces moments où les épidémies à Londres, de peste en particulier, obligent les acteurs à prendre la route, à s'en aller, parce que les théâtres sont fermés. N'oubliez pas, je vous l'ai recommandé souvent, mais je vous le redis, ce texte de Marguerite Yourcenar qui apparaissait à un moment dans Un
homme obscur. Hein. Alors maintenant, on peut récupérer Anna Soror tout seul en livre de poche. Et puis dans l'édition de poche de l'homme obscur, vous avez le fameux Comme l'eau qui coule, hein, cette courte nouvelle, mais qui est très étonnante sur la vie justement des acteurs en Angleterre à l'époque élisabéthaine, quand il y avait la peste et d'autres épidémies, l'obligation de partir. On soupçonne vaguement d'ailleurs, vous le verrez dans le livre si vous le lisez, que au fond la première expérience que Shakespeare a eue du théâtre, c'est très probablement une troupe itinérante qui est passée à Stratford, qu'il a vue, et là d'un seul coup probablement il a quelque chose, c'est dénoué ou défait, ou au contraire noué en lui, et il n'a plus envisagé de vivre sans ça. Hein. Quels sont les... Alors tu as parlé d'Éontis, tu as parlé de Hermione, tu peux nous en dire un peu plus sur Éontis, sur Hermione, sur Polyxène, là? Qu'est-ce qui fait que pour toi c'est un texte visiblement qui compte suffisamment pour que tu y consacres une année à mettre au point un texte qui soit jouable en 1h30, et puis que tu, visiblement, je ne vais pas lui faire des compliments maintenant, mais je pense qu'on lui en a tous fait plus ou moins. C'est vrai que moi j'ai quand même été très honnêtement, vraiment extrêmement admiratif de ton jeu, de Léontis. Je trouvais ça super bouleversant. Comment tu as construit ton personnage, enfin, comment tu... Voilà. Je pense que ce qui m'a d'abord interpellé dans ce personnage, c'est le basculement dans l'instant. Moi, en tout cas, il y a plusieurs interprétations possibles sur cette jalousie soudaine et maladive de Léonte, mais une des interprétations, c'est, comme on dit en bon français, un pétage de plomb. C'est-à-dire qu'il voit son meilleur ami donner la main à son épouse, et puis de ce geste, de ce toucher, va découler ce raz-de-marée intérieur d'angoisse. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fascine toujours, et quelque part, ça n'a pas grand-chose à voir, mais on en revient aussi à Jacques Fesch, c'est cette vie qui va basculer, c'est-à-dire qu'un jour, il décide de faire ce braquage, il vole le pistolet de son père, et puis il tire dans le tas, on lui dit oh les mains, il tire dans le tas, il y a tout un tas de personnes, et paf, et il tue le policier sur le coup, sans avoir visé, alors qu'il avait perdu ses lunettes, il avait tiré à travers son impair. Enfin voilà, et là la vie bascule complètement, il n'y a plus de retour arrière. Mais ce qui est terrible avec Léonte, c'est que c'est lui qui le crée, tout ça, c'est lui qui le voit. Donc il n'est malheureusement nul autre que son propre bourreau. Et en même temps, comment jouer Léonte, je vais continuer encore de le travailler, je l'espère, pendant quelques mois et quelques années, c'est essayer de ne pas jouer la folie, parce que qu'est-ce que ça signifie jouer la folie? Pas grand-chose, mais c'est jouer qu'il est persuadé d'avoir raison contre tous. Et donc il y a cette phrase à un moment qui dit à Paulina, que je relisais tout à l'heure, mais ce mot n'a rien à voir avec moi, il vient de Polyxène. C'est-à-dire le fils, oui, que son épouse vient de mettre au monde, dont il refuse de reconnaître la paternité. Et donc, il est en fait, lui, j'essaye de le jouer comme étant celui qui je suis donc le seul à voir la vérité et à essayer d'en persuader tout le monde, mais avec, voilà, quand même des gens autour qui me disent faites attention, là, je crois que là, vous êtes parti du mauvais côté, etc. Donc, essayer d'être dans cette rationalité, mais qui, aux yeux de tous les autres protagonistes, quasiment, et de la folie pure. Est-ce qu'on peut parler de paranoïa clinique? Oui, probablement, il doit y avoir quelque chose comme ça. Oui, absolument. Oui, tout à fait, c'est vraiment de la paranoïa, complètement. Et il y a cette autre phrase qui est terrible, qui en dit tellement long sur ce personnage, il dit « Je suis comblé, j'avais raison, mes doutes étaient justifiés. » Enfin, en gros, on pourrait se dire qu'il va dire « Je suis comblé parce qu'en fait j'ai eu tort et que mon épouse m'est restée fidèle. » Non, je suis comblé parce que j'avais raison et que tout ce que j'ai soupçonné est vrai. Donc il est comblé, je trouve ça tellement terrible, il est comblé de croire en toutes les horreurs qu'il a imaginées. Et donc voilà, c'est cette psychologie qui est vertigineuse. Et puis après, pareil, il va y avoir cette autre bascule au moment où, bon, d'abord on va lui lire l'oracle. Alors je ne sais pas si dans quelle mesure on peut parler de la pièce et
Vas-y, voilà, toi. Et ben, non, c'est-à-dire nous, on va en parler pendant encore 7 séances, donc voilà. Donc, mais vas-y, toi. Donc ce Deus Ex Machina dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il va quand même faire appel à l'oracle d'Apollon pour demander qu'Apollon, par l'intermédiaire de ses prêtres, dise quelle est la vérité, et là la vérité va être cinglante. Est-ce que sa femme a trahi avec son meilleur ami ou non, etc. Et donc l'oracle est cinglant, Hermione est chaste, Polyxène est irréprochable, Camillo, son fameux conseiller loyal et juste, et Léonte est un tyran. Voilà, donc il reçoit ça sur la tête, il n'y croit pas encore, mais c'est quand il va y avoir la mort de son fils, de douleur, parce que voyant sa mère bafouée, mise en prison, etc., le fils de Léonte et Hermione meurt, le fils aîné, et donc là, enfin, le ciel lui tombe sur la tête, et là, vraiment, il ouvre les yeux. Et donc là aussi, pour un comédien, bon, c'est le travail de toute une vie, hein, mais c'est comment arriver tout d'un coup à essayer d'incarner, de figurer, de ressentir cet effondrement intérieur. Et là, de partir complètement sur autre chose pour la suite de la pièce, pour la fin de la pièce. On est là, c'est très étonnant, parce que, alors évidemment, malheureusement, vous me direz, en ce moment, c'est particulièrement pertinent. Léontise, qui semble être un peu problématique au niveau de la cohérence de son regard sur le monde et de son fonctionnement, ça vous rappellera peut-être quelqu'un, plusieurs autres, voilà. Léontise, va mettre en lumière cette fameuse théorie de Kantorowicz sur les deux corps du roi. Parce que le problème de Léontise, c'est que c'est un homme de pouvoir. Il ne serait pas au pouvoir. Bon, ça serait évidemment douloureux pour lui de s'apercevoir que sa femme le trompe et avec son meilleur ami, etc. etc. Mais le problème, c'est qu'il a le pouvoir et qu'il n'y a pas simplement la dévastation du corps privé trahi, il y a la possibilité pour le corps public, hein, d'intervenir de façon à voilà, et c'est vrai que c'est quand finalement le fils, qui est à la fois le fils corps privé, mais le successeur corps public, et donc qui peut-être, dont la disparition peut-être, pose la question de la continuité dynastique, de qu'est-ce qui se passera, etc. C'est vraiment là tout à fait, voilà, c'est fabuleux. Et effectivement, au moment, il dit « Ils ont comploté contre ma vie » et ça m'a toujours frappé. Et il dit ensuite « Ils ont comploté contre ma couronne ». Donc voilà, encore plus grave. Alors que moi, du haut de moi, Fitzgerald, au XXIe siècle, au début, je me disais « Mais pourquoi il ne dit pas la vie en deuxième, c'est bien plus important ?» Et non, évidemment que non. Pour lui, ça va être encore plus important, tout ce qui va être en lien avec son pouvoir qui, lui, s'inscrit dans l'éternité, au-delà de sa petite personne. Oui, et ça, on ne peut pas empêcher, si vous voulez, on l'a dit ici de nombreuses fois, Shakespeare écrit pour un monde dans lequel vous avez eu la guerre des deux roses, qui Dieu sait l'a quand même fasciné, c'est-à-dire cette incapacité pour l'Angleterre de parvenir à la modernité tant que deux clans féodaux se disputaient la couronne, hein, avec quand même des meurtres comme s'il en pleuvait, des batailles, etc. L'impossibilité pour les marchands britanniques de partir sur les mers alors que les Espagnols et les Portugais sont en train de conquérir les Portugais, l'Afrique occidentale, les Espagnols, voilà, etc. Et puis, quand même, après, cette idée d'un Henri VIII et de ses 6 femmes à la recherche désespérée d'un fils, comme par hasard, hein, si vous voulez. Oui, probablement Anne Boleyn avait cessé de le séduire, mais quand il va vers Jane Seymour, c'est parce qu'il lui faut un fils. Hein, c'est que son père lui a dit, nous sommes une dynastie récente, et donc il te faut absolument. Et le paradoxe terrible, c'est que c'est pas le fils qui va, c'est la fille. Et Shakespeare, il est conscient de ça, et quand même, c'est assez fabuleux. Et elle attendra 11 ans. Hein, après la mort du père, elle va attendre 6 ans le règne de son demi-frère et 5 ans le règne de sa demi-sœur, qui la mettra en tôle à la tour de Londres. Hein, et la mettra en tôle à la tour de Londres, pas très loin de l'endroit où papa avait fait couper la tête de maman. Je veux dire, pour les névroses familiales, c'est pas mal. Hein, ça fonctionne assez bien. Et ça, c'est quand même ce rapport au pouvoir, et dans l'Angleterre élisabéthaine, quand même extrêmement important, et je pense qu'on entend des échos de ça. Et puis c'est vrai que ce qui est miraculeux quand même à la fin, oui, vas-y.
Alors, est-ce que tout le monde connaît bien toute l'intrigue du conte d'hiver ou pas ici? Peut-être pas encore tout à fait. Peut-être pas encore bon, tout à je ne sais fait. pas si... Vas-y, toi. Non, mais parce que il va y avoir à la fin, de 15 années plus tard, le fils est mort. La fille qui venait de naître au moment de cette accusation injustifiée est perdue, a disparu, et la reine Hermione est passée pour morte. Et en fait, il va y avoir un deuxième Deus Ex Machina, une réapparition, une résurrection, quelque chose de tout à fait baroque aussi, puisque c'est une femme qui est devenue statue ou une statue qui va devenir femme. Enfin, c'est très beau parce qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles, et ça, c'est quelque chose qui est absolument fascinant. Et moi qui ai toujours aussi été admiratif de la peinture, de la sculpture, etc. Donc quand mon personnage Léon peut dire quel sculpteur peut sculpter le souffle, puisque c'est ce qu'il pense voir dans la statue Hermione, enfin voilà, sans qu'on sache vraiment de quoi il s'agit, son épouse. Il ne sait pas. Donc ça, c'est vrai que cette fin, elle est tout à fait étonnante, elle est magique. Des résurrections, on en a très peu dans l'histoire de la fiction. On en a dans Ordette de Dreyer, mais c'est rarissime en dehors des évangiles ou des récits de miracles. Donc ça, c'est vrai que c'était aussi quelque chose de tout à fait étonnant à essayer d'amener sur scène, avec là aussi beaucoup de simplicité. Là, comme on était dans un théâtre, on a pu jouer un peu sur les lumières, donc on essaye de jouer sur cette lumière, mais cette scène ultime, elle est bouleversante, puisque c'est le moment où le mari va enfin pouvoir demander pardon à son épouse. Donc pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose de magnifique. Et là aussi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup aussi jouer, non seulement dans les théâtres, mais dans les écoles, dans les lycées, et aussi peut-être, comme Jacques Fesch, l'amener aussi en prison. Parce que je pense que cette histoire sur les relations hommes-femmes et comment elles peuvent être complètement empoisonnées, mais qu'elles peuvent quand même aussi donner lieu à un pardon, à une rédemption. Ce serait chouette de pouvoir la jouer aussi devant des personnes détenues qui malheureusement parfois ont des contextes familiaux complètement désordonnés, éclatés et douloureux. Oui, parce qu'au fond, d'une certaine manière, il est prisonnier d'une lecture du monde dont visiblement, cette lecture, le spectateur comprend qu'elle est complètement fausse, les personnages sur scène s'aperçoivent qu'elle est complètement fausse et totalement destructrice, et à un moment finalement quand même il va sortir de cette lecture et il va pouvoir retrouver le sens. Enfin, c'est fabuleux. Pour moi, alors la fille, évidemment, sa fille s'appelle Perdita, celle qui était perdue. Alors ça annonce évidemment le moment où dans la tempête. Alors oui, tant que je vous tiens là, grâce à Marie. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je vois Vianney-Legendre jeudi prochain, 2 octobre. La location ouvre le 8 octobre. Mais en juin, dans notre période habituelle, à Stratford, il y a La Tempête, avec dans le rôle de Prospero, Kenneth Branagh. Alors, je ne vous cache pas que voilà. Donc, Vianney est convoqué, parce qu'il faut qu'on mette au point les dernières choses pour les voyages. Il est convoqué chez moi jeudi prochain à 8h du matin. On va essayer de tout. Et surtout, il va être en position de vigilance pour le 8 octobre au matin, parce que il joue ça jusque vers le 20 juin. Moi, j'avais gardé 4 jours autour du 12, 13, 14, 15 juin. Je vous dirai ça la prochaine fois, rassurez-vous. Et si, évidemment, il arrive à... Tu as les dates, là, Michel ? Non. Et s'il arrive à avoir des places, on va prendre probablement, honnêtement, là,
Je suis désolé, mais on va pas réduire à 20, on va monter jusqu'à une trentaine de places parce que, après tout, voilà. Et on va essayer de combiner ça avec probablement 2 spectacles à Londres, un au Globe et un au Bridge Theatre comme on avait fait l'année dernière, ou dans un autre théâtre qui donnera du Shakespeare à l'époque, peut-être à la RSC, je sais pas quoi. Et on va essayer d'avoir les 2 spectacles de Stratford. Voilà, ce qui nous ferait à peu près 4 jours, enfin oui. Et les 2 spectacles, c'est quoi les 2 spectacles à Londres, ce serait quoi? Je ne sais pas encore parce qu'on n'a pas encore la programmation. Mais on va essayer de retourner au Globe parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais venus au Globe. Et je pense que pour des Shakespeariens, il faut à un moment ou à un autre aller au Globe parce que c'est tellement. Et que même si on y est déjà allé, c'est. Et même si on est. Alors moi, j'avoue que j'y suis allé je ne sais combien de fois et moi je repars bien volontiers. Mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit ah, on n'est jamais au Globe, est-ce qu'on pourrait avoir le Globe? Donc on tâchera d'y aller. Alors, on ne vous mettra pas en bas, rassurez-vous, on vous mettra quand même pour que vous puissiez souffler un peu. Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, je me souviens encore une fois du Nuit des Rois où Feste était descendu parmi le public et là, on se disait ça se passait comme ça, probablement. C'est-à-dire que la rupture entre l'espace ordinaire et l'espace sacré du déploiement du sens. Justement, le fou était celui qui jouait la figure était celui qui pouvait rompre cette sorte d'enfermement du sens dans l'espace sacré de la scène au profit de. Voilà. Oui, vas-y. Au Marchand de Venise, il faisait monter les spectateurs. Et il faisait monter les spectateurs, c'est ça. Voilà, aussi. Je vais vous laisser la parole. Je vais juste lui poser une dernière petite question. S'il y avait un ou 2 autres Shakespeare auxquels tu penserais, ça serait quoi? Alors c'est une évidence pour moi, ce serait avant toute chose Le Roi Lear. Le Roi Lear est une pièce qui il va jamais aux choses les plus berdouilles sur le bord du chemin. Non, ça c'est pas le. Voilà. J'ai toujours été fasciné par Le Roi Lear. Je l'ai vu très jeune parce que justement mon frère aîné, mon grand frère dans la fameuse école dont je vous parlais, avait monté avec sa classe Le Roi Lear. Donc je l'ai vu très jeune, je ne sais pas quel âge j'avais, 10-12 ans, et ça m'avait fasciné. J'en ai vu beaucoup de versions depuis. Et alors j'étais très heureux parce que dans une version, je ne sais plus, il faudrait que je te retrouve la référence, mais d'un bouquin anglais que j'ai acheté sur le conte d'hiver, la préface commence et dit il faudrait qu'un jour une troupe avec les mêmes acteurs joue le conte d'hiver et Le Roi Lear. Alors donc moi, pour l'instant c'est encore plus chez moi pour moi parce que c'est juste des intuitions. Et du coup là je me suis dit ah bah génial, on va le faire. Alors évidemment la première chose, il ne faut pas aller très loin, mais la première chose c'est que l'impossibilité de la réconciliation dans Le Roi Lear, qui fait que évidemment il portera le corps de sa fille et que là, au contraire, dans le conte d'hiver, c'est fou de penser que cet homme a traversé l'horreur, enfin bon, par exemple, du Roi Lear, et qu'à la fin, comment, pourquoi, on ne sait pas, mais il est réentré dans quelque chose. Parce que si on a la chance de voir La Tempête avec Branagh, le moment à la fin où il renonce à tous ses charmes et où il décide de retourner à la réalité du monde. C'est tellement bouleversant ça. Et c'est vrai, je pense que entre Lear et le conte, il y a d'un côté l'impossibilité de revenir au sens, et puis de l'autre est d'affirmer la possibilité pour le sens, de l'emporter. Et du miracle. La possibilité, le miracle est toujours possible. Oui, le miracle. C'est quand même assez bouleversant. Oui, non, Le Roi Lear est vraiment une pièce qui m'intéresse énormément. Et j'ai des désirs aussi de mise en scène immersive dans des lieux. Et cet été, j'ai eu la joie de découvrir l'abbaye de Fontfroide, à côté de Narbonne, qui est absolument saisissante.
Et en fait, en regardant un petit peu les lieux rapidement, je me suis dit, bah là, c'est Roméo et Juliette qu'il faut faire à cet endroit. On a le balcon, on a la chapelle, on a les cours pour faire les fêtes. On a même plusieurs chapelles pour faire le mariage, l'enterrement, etc. Et donc voilà, je rêve aussi de choses un peu comme ça. Pareil avec une petite troupe, voilà, quelques acteurs, et pouvoir les emmener dans ce genre d'endroit et d'aventure. C'est pas pour te faire des compliments, mais moi je trouve que, enfin je sais pas, encore une fois je vais vous laisser la parole, mais moi ce qui m'a quand même beaucoup frappé dans les deux, alors c'est vrai que dans 5 heures, tu travaillais sur toi, tu avais fait ta mise en scène, ton espace, tes mouvements, ta danse, etc. Mais je trouve, enfin bon, tu sais, je te l'ai dit, dans le conte d'hiver, j'ai été quand même, je dois dire, assez bouleversé par ton jeu dans le rôle de Léontis, que j'ai trouvé absolument magnifique. Et puis dans la façon dont tu avais réussi avec tes 3 partenaires, bien sûr, mais dont vous aviez réussi à partir de presque rien, à tout d'un coup, ce que c'est Coleridge, qui disait ça, the willing suspension of disbelief, la suspension volontaire du fait de ne pas croire. C'est-à-dire qu'on a beau se dire, mais non, c'est pas vrai, mais non, c'est Fitzgerald, mais non, ils sont 4, mais non, ils sont même pas le monde qu'ils devraient être, et puis quand ils nous disent qu'on est en Sicile, et puis qu'ensuite on est en Bohème, mais non, on est, voilà, bon, eh bien si, ça marche, ça marche. À un moment, c'est tellement bien fait que, à la fois la présence, la qualité du jeu, et puis l'utilisation extrêmement fine de presque rien, voilà, ça finit par emporter l'adhésion et on se dit, bah oui, ça marche, et the willing suspension of disbelief, elle finit par se faire, et elle réussit. Bravo en tout cas, parce que je crois qu'à peu près tous ceux que j'ai envoyés sont venus heureux. Alors maintenant, si vous voulez bien prendre la parole, voilà, merci. Il nous reste à peu près une petite demi-heure, et on peut, voilà, poser toutes les questions qu'on veut. Vas-y, Marie, bien sûr. Une question, pardon, c'est juste pour dire que le Hugo Vanot dont vous avez parlé fera un Hamlet à la Comédie Française. Ah, excellent. Voilà, Ok, super. c'est sur cette Bien sûr. saison-ci. À partir de quand, tu sais vaguement? Sur la saison 25-26, je sais pas, on a dû mettre la date quelque part. D'accord. Bon, on le trouvera sur le site de la Fabrique Shakespeare. Il avait monté les damnés de Visconti. Oui, À la vous Comédie avez dit Française. assez fabuleux. Et Et ensuite, les Kings of War, les et bien pièces sûr, historiques. Kings of War était incroyable avec ses acteurs néerlandais. Et au français, il avait aussi monté Oreste, je crois. Parce qu'il a monté les pièces romaines aussi. Bien sûr. Qui étaient, Oui, oui. Ils avaient fait toute une trilogie à Chaillot. Et on pouvait monter aussi sur le plateau à un moment donné d'ailleurs. Et moi, j'avais vu, alors ces damnés que j'avais trouvé quand même assez fabuleux, parce que j'y allais un tout petit peu à contre, en me disant, parce que, bon, s'il y a quand même un metteur en scène auquel, Claudia Cardinal bien sûr, mais s'il y a un metteur en scène auquel je reste profondément attaché, c'est Visconti. Je trouve Les damnés absolument un film absolument extraordinaire. Et j'allais un tout petit peu à bon. Et il se trouve que je me suis trouvé dans la cour d'honneur d'Avignon le soir de la première, et là j'ai rendu les armes au bout d'un moment en disant, bon, bien sûr c'est pas Visconti, ça peut pas être Visconti, ça sera pas Visconti, mais c'est quand même remarquable. Et alors à la fin, quand le personnage qui va jouer le rôle de Helmut Berger, là, l'héritier traître et qui va devenir bien sûr le nazi qui va utiliser, etc., se retournait vers la salle pour la passer à la mitraillette. Il y a eu dans la salle une espèce de... Ça a été absolument... alors bien sûr, malheureusement, il y avait eu des attentats, des choses, etc. Mais moi, j'avais trouvé ça remarquable. Donc il va faire un Hamlet, oui, d'accord. Autre question, éventuellement, ou remarque, ou... Oui, vas-y, Annie. Alors, je suis très ignorant parce que je ne suis pas shakespearien, mais grâce à vous, je... Plus fort. Ah, pardon. Non, je voulais savoir, en fait, tu parlais du baroque tout à l'heure.
Shakespeare précède le baroque, chronologiquement, je crois. Shakespeare, c'est de la baroque. Chronologiquement, ça. C'est-à-dire que, si tu veux, il va écrire massivement à la fin du XVIe et au début du XVIIe, à un moment où C'est un initiateur. c'est quelqu'un qui pressent finalement que l'ordre ne peut fonctionner que si, alors j'allais dire, bon, bêtement, on va revenir à Nicolas de Cuse une minute, hein, cette coincidentia oppositorum, cette réconciliation des contraires, hein, et qui est peut-être aussi liée, si tu veux, à un régime politique qui ne s'est pas encore trop stabilisé, trop, voilà, parce que c'est clair que moi j'ai une passion pour le théâtre classique français, mais on voit bien que le théâtre classique français, qu'on le veuille ou non, c'est le reflet d'un absolutisme politique, c'est-à-dire qu'il y a une vision de l'ordre, encore une fois, qu'on a lieu en un jour, un seul fait accompli, qui est jusqu'à la fin le théâtre rempli, et puis surtout cette unité de ton. Enfin, quand on voit les dérapages de tonalité dans l'œuvre de Shakespeare, c'est fou. Enfin, oui, vas-y, Marie. Pour répondre à ça, il y a donc Gisèle Venet, c'est l'universitaire qui a écrit Shakespeare baroque, qui a fait sa thèse là-dessus, etc. Et je pense que ce qu'elle met en avant beaucoup, mais je n'ai pas lu la thèse, c'est le côté chatoyant et illusoire du théâtre de Shakespeare, c'est-à-dire ne pas être dans les certitudes, mais toujours dans quelque chose qui est bougeant. Absolument. Voilà. Avec cette idée, si tu veux, que le baroque est une prolifération décorative autour d'un centre vide, et cette prolifération décorative est destinée à la fois à révéler la vacuité du centre et en même temps à la dissimuler. Ça, pour moi, c'est très très important. La prolifération décorative du baroque, elle s'installe autour d'un centre vide, et sa double fonction, c'est à la fois de désigner la vacuité du centre et en même temps de l'occulter. Et si tu prends Shakespeare, je pense très honnêtement que est-ce que Shakespeare croyait qu'il y avait un sens dans nos existences et qu'il y avait, etc. Alors c'est vrai que c'est probablement pour ça que le Conte d'hiver et la tempête sont tellement importants, parce qu'ils semblent réinstaurer la possibilité d'un sens, alors qu'évidemment le roi Lear, a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Et ça, cette idée du bruit et de la fureur racontée par un idiot qui ne signifie rien, c'est quand même tout le roi Lear, même si la citation est de Macbeth, bien sûr, hein, mais... Et c'est vrai que dans Léontise, il y a quand même quelque chose d'Othello qui ressort, hein, cette sorte de traque des signes de la trahison. Sauf que, évidemment, dans Othello, c'est ce méchant Iago qui alors a voilà, le poison. c'est d'une certaine façon... mais il y a quand même, c'est très curieux, ces systèmes d'écho qu'on entend dans le théâtre shakespearien, et c'est vrai qu'il n'y aura pas chez Léontise la présence de ce mauvais génie. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce vers extraordinaire, alors c'est pas il ne parle pas mais enfin Iago parle de celui de Cassio, hein, qui va être d'une certaine manière, et il a cette phrase, là aussi je ne comprends pas comment il peut écrire des choses comme ça. Quand il dit « He hath a daily beauty in his life that makes me ». Lui, là, il a une beauté quotidienne dans sa vie qui me rend, moi, laid. Mais il a trouvé ça où? Comment on peut écrire ça? He hath a daily beauty in his life
that makes me ugly. Je sais pas. Et ça, tu vois, pour moi, c'est très important. C'est parce qu'au fond, dans beaucoup de Shakespeare, de pièces de Shakespeare, il y a cette idée que nous, spectateurs, nous sommes complices de ceux qui brouillent les pistes et nous ne sommes pas sans un... Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un plaisir, mais quand même, le fait qu'on voit des gens sur scène qui sont en train de se faire piéger par les brouilleurs de pistes, alors que nous, bien sûr, on n'est pas piégés, hein, sinon on ne serait pas spectateurs, comme disait l'autre. Voilà, c'est... Mais les brouilleurs de pistes, c'est... Peut-être, d'ailleurs, les brouilleurs de pistes n'ont-ils tant de pouvoir et d'importance que parce que les pistes ne sont pas si claires que ça. Vas-y, oui. Juste pour préciser ma question, en fait, Shakespeare est-il un baroque comme ceux qui le suivront, ou est-ce qu'il est un des inventeurs, un des initiateurs? À mon avis, il est un des initiateurs. Oui, c'est ça. Parce qu'on voit chez Shakespeare quand même aussi une sorte de nostalgie de l'ordre. Ordre médiéval, je ne sais pas, ou en tout cas d'une société hiérarchisée. Tout à fait. Et le désordre qu'il fait paraître est le contrepoint d'une sorte d'ordre hiérarchique. Désir d'ordre, oui. Dont il a la nostalgie. Oui, ça c'est vrai. Et à la fin, il y aura quand même un peu partout une restauration de l'ordre, mais compte tenu de la puissance du désordre, je trouve que assez souvent chez Shakespeare, la restauration de l'ordre, on a l'impression qu'il nous fait un petit clin d'œil en disant il faut bien que je vous restaure l'ordre parce qu'on arrive à la fin, mais enfin, bon, si vous y croyez pas plus que ça, c'est pas grave. Moi non plus d'ailleurs. C'est comme à la fin du songe où les couples vont être empoisonnés, tomber amoureux de la mauvaise personne, etc. Et à la fin, on va retirer le poison, on va mettre l'antipoison à certains, mais pas à tous. Donc en fait, il y en a qui vont rester amoureux, mais parce qu'ils ont été ensorcelés. Donc il y a ce petit truc un petit peu étrange dans le happy end, où en fait, il a quelque chose aussi d'un peu grinçant pour le spectateur qui, lui, a suivi tout le circuit du poison mis par les esprits. Je crois que dans le baroque, il y a effectivement cet esprit de magie, de rêve, de songe qu'on voit beaucoup chez Shakespeare. Il y a aussi cette place de l'art et de l'œuvre d'art à l'intérieur de l'œuvre d'art. Cet enchâssement, ce théâtre dans le théâtre. Oui. À un moment, Hermione dit et cette histoire, la sienne, celle de cette reine bafouée, aucune histoire ni écrite ni jouée pour émouvoir un public ne saurait la raconter. Donc c'est très beau dans quelle mesure Shakespeare lui-même dans son œuvre dit qu'il ne va pas être capable de raconter suffisamment bien une telle histoire qui est tellement terrible. Et donc on a souvent, on a aussi des pièces dans Hamlet, il y a une pièce qui va se jouer dans la pièce, qui va révéler la vérité. Et puis donc dans le conte d'hiver, c'est cette statue. Est-ce une statue, est-ce une femme, l'œuvre qui prend vie? Et là, moi, ça me fait penser, par exemple, tu sauras sans doute de quoi il s'agit, mais il y a un Christ dans une chapelle à Naples qui est recouvert d'un... Oui, le Christ voilé. Le Christ d'un voile, et c'est vraiment dans cette esthétique baroque en sculpture. On va toujours être là, et avec Michel-Ange, c'était pareil, qui est aussi un précurseur encore plus ancien du baroque, mais est-ce une sculpture, est-ce la réalité, a-t-il moulé un corps? Comment on a l'impression d'avoir le Christ devant soi, et cette statue, est-ce Hermione, est-ce une statue sur cette puissance de l'artefact pour nous révéler quelque chose de vrai? Mais ça c'est tout à fait fabuleux. Donc on va lire, et puis Roméo et Juliette voilà. À fond froide. Je te vois pas trop mal dans le roi lire, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui, allez-y, bien sûr. J'ai une question générale. Je suis étonnée par les noms, les prénoms choisis par Shakespeare. Est-ce qu'on sait comment il faisait ses choix? Je ne sais pas, par exemple, Autolycus, ça vient d'où, Iago. Je me demandais s'il y avait un imaginaire des noms chez Shakespeare.
Alors, comment, le conte d'hiver est complètement inspiré d'une autre pièce qui a une intrigue très similaire. Il va reprendre, je crois, certains prénoms, mais pas tous. Perdita, il va l'inventer, donc avec cette signification assez évidente. Mais après, je te laisse éclairer. Je sais pas trop. Alors souvent, effectivement, il va chercher dans des... Bon, on sait que le Jean Roméo et Juliette, par exemple, lui est inspiré par un roman, enfin, entre guillemets, en vers médiéval italien, comment il l'a lu, Ça aussi, c'est très mystérieux. Alors, il y a des gens qui disent qu'il est allé en Italie. On ne sait pas. C'est les fameuses années entre le moment où il disparaît de Stratford en laissant derrière lui femme et enfant, femme qui d'ailleurs, comme disait Joyce, voilà, c'est quand même elle qui lui a mis la main dessus, hein, voilà, et il disparaît. Est-ce qu'il a vraiment été ce précepteur d'enfants récusants dans des familles aristocratiques qui apparemment avaient épousé la cause de la réforme mais étaient restés des crypto-catholiques romains, voilà. Est-ce qu'à l'occasion de ça, il a rencontré des gens qui lui ont fait lire des choses venues d'Italie? On ne sait pas. Souvent, c'est pour ça que j'aime bien l'édition que je vous ai recommandée du Oxford Shakespeare, parce qu'il y a le Pandoro de Robert Greene qui, si ça vous intéresse, vous permettra de voir un tout petit peu comment, partant qu'est-ce que c'est une nouvelle en quelque sorte, hein, voilà, et comment partant d'une nouvelle, il a transformé cette nouvelle en une pièce de théâtre, et voilà. Pour les noms des personnages, effectivement... ils sont insondables aussi. Ben, oui, tout à fait. Ben, c'est-à-dire qu'il y a des noms, évidemment, tout ce qui est pièces historiques, tout ce qui est Macbeth, tout ce qui est, etc. Bon, mais c'est vrai qu'il y a... Alors, moi j'ai toujours pensé, je ne sais pas comment il l'a trouvé, hein, mais... et c'est là où j'avais été très furieux vis-à-vis de quelqu'un qui n'avait pas besoin de... Enfin, qui pouvait très bien se passer de la fureur et qui n'en avait rien à faire. C'était Antoine Vitesse, quand il avait fait sa mise en scène de La Nuit des Rois. Hein. Si on met la sortie de Viola de l'eau en ouverture de la pièce, c'est-à-dire si on met la scène 2 à la place de la scène 1, à mon avis, on ne comprend rien. Enfin, je veux dire, c'est quand même un gros problème, parce que Orsino, hein, on voit bien que O, et l'O, c'est pas une lettre très ouverte. Hein, voilà. Et ensuite, évidemment, Olivia, alors quand même O et V. Hein, et quelle est la personne qui va les sauver de cet enfermement de lui, hein, qui ne rêve que du... Enfin, qui... Amava Maré, hein, c'est Saint-Augustin, je l'ai aimé finalement. Est-ce qu'il aime vraiment Olivia? Non, ce qu'il aime, c'est jouer le rôle de l'amoureux transi d'Olivia. Ben, ça, je pense que c'est une pièce absolument fabuleuse, La Nuit des Rois. Et donc, je pense que le nom d'Orsino est en soi une révélation. Ces deux hauts, le personnage est prisonnier de cette espèce de structure d'enfermement circulaire que son nom porte. Olivia, elle a le O au début et puis elle a le V après. Et alors finalement, celle qui va les sauver de cette situation, c'est Viola, hein, V-I-O-L-A, bon voilà. Mais elle n'apparaît qu'en deuxième scène. Si on n'a pas compris l'enfermement des deux personnages, Orsino dans son rôle d'amoureux transi, Olivia dans le fait que, ah là là, il vient de dire le jour de journée qui mène, enfin bon voilà, c'est là, bien bon. Si on n'a pas compris, ils sont enfermés dans leur rôle, ce qui est aussi intéressant, et que finalement, le surgissement de cette Vénus anadiomène, en quelque sorte, parce que quand même, le naufrage n'est pas là par hasard, elle sort des eaux, hein, elle arrive sur la plage comme ça, voilà, et à ce moment-là, cette irruption d'un ailleurs, cette irruption de, voilà, ça va leur permettre de dépasser la juxtaposition des deux enfermements dans lesquels ils étaient chacun au début de la pièce. Ça, c'est quand même assez fabuleux. Donc, il y a visiblement... Alors, est-ce qu'il y a pensé? Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a pensé. Où est-ce qu'il avait trouvé les prénoms? J'en sais rien. Pourquoi il les leur a donnés? Moi, à mon avis, c'est parce qu'il a dû se dire que ça correspondait quand même pas mal à la situation dans laquelle ils allaient. Mais vous voyez, faire apparaître Viola en première scène,
alors qu'on n'a pas compris l'enfermement dans lequel ils sont tous les deux, elle de façon un peu subie, oh là là, il m'aime, bon voilà, bon, et lui qui n'en peut plus, bon voilà, bon, quand même, oui, vas-y. Sur les prénoms, c'est quand même bizarre, parce que Polyxène et Léontès, ce sont des prénoms grecs, quand on dit Léontis. Absolument. Or, ça se passe pas en Grèce, sauf que quand on a besoin, on va chercher l'oracle. Oui, à Delphes. Et voilà, et ça se passe à quelle époque, le conte d'hiver? À l'époque où il y a encore un oracle à Delphes? Oui, bah oui, c'est très bizarre. Oui. Et là aussi, c'est complètement baroque parce que la géographie est La éclatée, géographie les époques sont et la mélangées. temporalité sont écrasées. On parle en même temps du dieu des chrétiens et des dieux antiques, et tout se mélange, et c'est ça qui aussi, là aussi, je trouve, en fait une œuvre baroque. Mélange tout à fait. Comment ils ont vécu les trois autres cette expérience-là? Comment tu vois qu'ils l'ont vécu? Parce que c'était ça, moi ce qui me frappait aussi quand même, c'était il y avait quand même un être ensemble pour faire ensemble advenir en 1h30 quelque chose d'assez exceptionnel. Ça suppose quand même. Alors d'une part, il y a 2 sur 3, j'avais déjà travaillé avec eux. L'un, c'était mon camarade d'école il y a 15 ans. Et depuis toujours, je voulais retravailler avec lui, Guillaume Geoffroy. École ou école de théâtre? École de théâtre, école d'art dramatique. Et Gaëlle Ménard, donc la collaboratrice artistique qui joue aussi dedans, on avait travaillé ensemble sur un projet, une adaptation de Tristan et Isolde il y a pas mal d'années. Et pareil, depuis longtemps, je voulais de nouveau travailler avec elle. Et c'est seulement celle qui interprète Hermione que je ne connaissais pas, avec qui je n'avais pas vraiment travaillé, que je connaissais un peu. Et alors tout le monde a été vraiment, je voulais des gens talentueux et aussi de bonnes personnes. C'est-à-dire je cherchais forcément des gens qui allaient être volontaires, qui allaient être engagés, parce que donc une fois de plus on n'avait pas d'argent, et il allait falloir être généreux à tous les niveaux. Et je savais que c'était des belles personnes humainement. Et j'en étais encore plus surpris une fois qu'on a travaillé ensemble. Et ça s'est vraiment bien passé parce que voilà, ce groupe il a vraiment bien fonctionné. Ça se sentait. Et on a fait aussi du chant. On n'en a pas parlé, mais moi je suis passionné de musique baroque et renaissance. Et donc on a ajouté un morceau de John Dowland qui s'appelle Can She Excuse My Wrongs? Et donc on a chanté à 3 voix. Et c'est vrai que chacune de nos répétitions commençait par un moment de musique. Puisqu'on a la chance que celle qui joue Hermione joue du violon et celui qui joue Polyxène joue de la guitare. Donc on commençait par la musique. Et j'aime là aussi toujours dans cette idée de ne pas être d'abord dans la tête, dans les paroles, dans le texte, dans essayer de comprendre ce que veut nous dire Shakespeare, mais d'abord être dans un ressenti. Et cette musique qui nous a transportés à quelques années de l'écriture de Dowland, ce morceau il date de quelques années, je crois, avant le conte d'hiver. Donc ça nous a mis ensemble et ça nous a beaucoup aidé de travailler la voix, de travailler le chant polyphonique. Voilà, ça c'était aussi une des manières d'être ensemble. Et puis les acteurs, comme je vous le disais tout à l'heure, ont chacun pris plaisir à jouer plein de personnages. Ça, c'est quelque chose de jouissif pour un acteur. C'est presque comme si on faisait un théâtre de marionnettes. Quand on est enfant, on aime ça parce qu'on va prendre la voix du loup, de la mère grande, de je ne sais qui, de Guignol, etc. Et c'est tellement ludique, c'est tellement le jeu de l'enfant, de l'enfance, que là, on s'est retrouvé là-dedans à mettre une casquette, à devenir tel personnage et à mettre telle veste avec le roi et ensuite avec le bouffon. Et ça, je crois que tous ont beaucoup aimé ça. Et le choix des objets, tout ça, vous avez fait ça ensemble, ça a été... J'ai pas mal proposé, c'est moi qui ai proposé la plupart des choses, et puis voilà, après j'attendais un petit peu leur retour, ou parfois certains apportaient des suggestions. Donc voilà, il fallait que ce soit pratique, que ce soit quand même un petit peu beau, même si c'est tout simple, voilà, mais que ce soit surtout voilà, frappant, pertinent, signifiant, en peu de choses, comme tu disais. Et c'est vrai, ce que tu dis sur la musique élisabéthaine, c'est très très important, hein, que ce soit Callis, que ce soit Darwin, que ce soit Byrd, bien sûr. Hein, Byrd, c'est fou parce qu'il a fallu, évidemment, quand on est passé du latin à l'anglais dans la pratique religieuse, il a fallu inventer une autre musique que le grégorien et ça, d'une certaine façon, ça a été complètement étonnant. Et c'est vrai qu'il
la présence régulière de chansons dans l'œuvre de Shakespeare est quand même très très importante. Ça, il y a, enfin, moi, peut-être certains d'entre vous ont vécu la même chose. Enfin, la découverte d'Alfred Teller, de la voix de Haute-Comte, par exemple, qui est une voix très 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 spécifique de la musique anglaise. C'est vraiment tout à fait. Et c'est vrai que, bon, la phrase de Shakespeare, The man who has no music in his soul, celui qui n'a pas de musique dans l'âme, est prêt et mûr pour toutes les trahisons, voilà, etc. Ça, c'est quand même pas par hasard. Et ils ont aimé. Et Pina Bausch disait que toute journée où l'on n'a pas dansé est une journée perdue. Ben voilà, une journée où on n'a pas chanté, peut-être. Exactement. Perdue, voilà. Et là, ils sont repartis chacun vers leur... Oui, alors chacun est sur ses projets, et puis on espère mettre en place une tournée pour l'été prochain que j'aimerais en plein air. Je pense que cette version du Conte d'hiver fonctionnera bien en plein air. Donc là, on est en train de postuler dans tous les festivals de plein air, notamment à Chantilly, il y a un très beau festival qui s'appelle la Seine au Jardin, où vous avez un gradin qui donne sur les bassins voilà, du potager des Princes. Qui sont un peu baroques, parce que les reflets qui se défont, voilà, cette idée de... L'image déformée, le reflet déformé, la réalité. Ça c'est fou, quand vous pensez que le nôtre, puni de Vaux-le-Vicomte, qui est probablement le plus grand jardin baroque français, puisque tout n'est qu'illusion pour ceux d'entre vous qui sont venus avec moi à Vaux-le-Vicomte, vous savez ça. Et cette idée que Louis XIV a emmené à Versailles, et on est à peu près sûr, on lui a dit ici, pas d'illusion. Le décor du pouvoir royal, la mise en image du pouvoir royal ne peut pas faire l'objet de... Et en même temps, vous le savez, c'est fou, le nôtre était chez Condé à Chantilly et réalisait un jardin qui n'est que lieu du reflet du château dans l'eau, reflet qui n'arrête pas de se défaire et de se refaire au fur et à mesure des courants d'air et du passage du vent. Ça, c'est vraiment fabuleux, c'est étonnant de penser que... Et il allait de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. C'est uniquement la solidité, la puissance et la mainmise sur le réel pour l'ordonner, et une sorte de mise en contrainte de la nature, et puis au contraire. Bon, donc on aura la chance de revoir éventuellement le Conte d'hiver. Je l'espère, oui, peut-être en... Et le Roi Lear, c'est pour quand? Ça, s'il n'y a pas de date pour le moment. Alors là, c'est la déception absolue. On va le 17. En tout cas, bravo, parce que... novembre pour entamer notre lecture plus pédestrienne, mais pour nous importante. Voilà. Et une partie de nos amis qui ne sont pas là, parce qu'encore une fois, le choix de la date n'avait pas été très, voilà, seront de retour, bien sûr, pour la première séance, et m'ont dit de dire leur regret, s'ils étaient allés au spectacle, de ne pas pouvoir être là ce soir, donc j'avais prévu un voyage à l'étranger. Oui, et puis Gérald et son épouse vont probablement venir régulièrement le lundi soir en fonction de leur... Pour enfin comprendre la pièce.